À Monaco, l'éducation nationale dispose d'importants moyens pour former ses 5686 élèves avec des têtes et des corps bien faits. Et les résultats sont là, avec 99,5% de réussite au bac et 84% de mention assez bien, bien ou très bien. Il y a un an, c'est un agrégé de philosophie ayant étudié puis enseigné à Sciences Po Paris qui a repris les commandes de nos écoles. Ce monégasque fait sienne une idée défendue par les Lumières françaises. L'école doit instruire en transmettant des savoirs, elle doit aussi permettre de s'émanciper. Ces décisions impactent les élèves, les professeurs, les parents, mais aussi l'avenir entier de notre pays. Nous avons souhaité partir à la rencontre de Jean-Philippe Vinci, le directeur de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Bonjour madame. Enchantée, madame Chic. Bonjour Jean-Philippe Vinci. Ça fait un an que vous êtes en poste. Voilà. Bon, c'est le moment idéal pour faire un premier Juste après bilan. la rentrée, c'est déjà plus calme. Voilà. Et voir aussi quels sont vos projets, quels sont vos rêves pour les jeunes de Monaco. Et à commencer par ce bâtiment magnifique, le Collège Charles III. Oui, mais si vous voulez rentrer, vous connaissez la règle, il va falloir mettre son portable dans la pochette. Ah oui, d'accord. Voilà. Attends, il n'y a pas que moi, il y a aussi toute l'équipe. Tous ceux qui rentrent. D'accord. Alors, Jean. Voilà. Voilà. Très bien. Voilà. Vous avez frappé fort quand même là en cette rentrée là. C'était le but. Oui. Votre cote de popularité. C'est vis-à-vis des parents à monter. Ah oui, vis-à-vis des parents et vis-à-vis des jeunes. Ah ben des jeunes maintenant ils s'habituent très vite. Et ils le vivent bien maintenant ou pas? Bien, écoutez, après quelques semaines de recul. À la cantine ils se parlent. Donc pour moi, ils ne se parlaient pas avant? Ils étaient aussi sur leur portable en train de scroller. Pour moi, c'était un signe. Je ne dis pas qu'ils sont contents, mais ils ont compris. Je pense que le travail a été fait. Donc ça va améliorer leur attention, leur sommeil, leur concentration. Alors, le sommeil, c'est la famille, mais leur attention, la concentration, ça évite aussi le harcèlement. Les photos qu'on peut prendre à voler, ça évite d'être perturbé pendant le cours. Donc ça a beaucoup d'effets. Vous dites la famille, mais vous avez également pris des mesures sur les ordinateurs mis à disposition par l'Éducation nationale. Donc il y a un couvre-feu. L'État a fourni des ordinateurs avec des manuels numériques. Et pour le collège, on met un couvre-feu à 21h30 sur YouTube notamment. Donc l'élève peut continuer à travailler, mais la connexion à Internet est bloquée, sauf si le parent demande à ce qu'on la débloque. Donc si l'élève dit qu'il est connecté, c'est sur la box des parents. Bon, là on est en ordre. A priori, toute l'équipe. On peut rentrer. On peut rentrer. Hello, Mrs. Chic. Hello, good afternoon. Bonjour. Have a seat, everyone. C'est un des points forts à Monaco, l'option internationale? C'est un des points forts. Ils vont peut-être les entendre parler, j'espère, mais c'est un volume horaire très conséquent. Puisqu'ils ont à peu près 8 heures d'anglais par semaine, dont une discipline non linguistique. Et là, vous avez une classe de demi-groupe, ce qui permet de parler, vraiment de faire pour l'oral. C'est évidemment très, très important. Et peut-être après, on peut arriver jusqu'à la section au bac français international au lycée. Donc c'est vraiment un point fort, ancien, mais qu'on souhaite vraiment conserver. Vous êtes de quelle nationalité, madame? Alors, je suis sud-africaine. Sud-africaine. D'origine indienne. D'accord, très bien. Là, j'imagine que c'est exceptionnel pour vous de parler français devant vos étudiants, parce que la règle, normalement, c'est tout en anglais. Donc, du coup, ils m'écoutent très attentivement parce qu'ils n'ont pas l'habitude de m'entendre parler en français. D'accord. C'est ça. Mais alors, on est en option internationale, mais vous êtes anglais, vous êtes américain, vous êtes français, monégasque, vous venez d'où? Toi, tu viens d'où, toi? De France. Toi, t'es française? Oui. Ok, et tu parles bien anglais? Ça va, je me débrouille. Ok, là, t'es quoi? T'es en 3e? Oui. T'as commencé l'option internationale en 6e? Tu savais parler anglais avant? I start my SI section in 6e, and then I continue SI section in 3e, and then I think I'm gonna continue at the December 1er. Ça m'a l'air pas mal quand même, hein? Un bon accent. Un bon accent. Et toi, tu parles bien aussi ou pas? Ah oui. Oui, en anglais? Oui, c'est bien. Là, qu'est-ce que tu travailles sur quoi là? We're working on World War I poetry. D'accord. And about the propaganda of that poetry and how some poets were against the idea of the propaganda for World War I.
OK, thank you very much. Nous sommes très exigeants, mais les excellentes conditions à Monaco nous permettent de pousser les élèves et vraiment de faire progresser tous les élèves, peu importe leur niveau et leur langue maternelle. Le résultat, on le voit, c'est en terminale, c'est le bac français international, où les élèves ont 9 heures en anglais de cours, y compris l'histoire géo, et ils sont parfaitement bilingues. Ils intègrent les grandes écoles américaines ou anglo-saxonnes. Donc on a des résultats objectifs. Vous, c'est quoi votre rêve? C'est que certains d'entre eux, là, aillent à Oxford, à Cambridge, aillent à Harvard, à Yale. Pourquoi pas? Il y en a qui veulent faire leurs études aux États-Unis ou pas? Toi, tu veux faire tes études aux États-Unis? Oui. Ou en Angleterre, certains? Toi, en Angleterre? D'accord. Et tu veux étudier quoi? La médecine. La médecine? Aux États-Unis? Oui. Et toi, en Angleterre? Plutôt les finances. Les finances, d'accord. Donc la City de Londres, c'est ça qui te fait rêver, toi? OK. Well, thank you very much. On va vous laisser travailler. Merci, Madame Cheki. Merci. Merci à pour vous. votre accueil. Merci. Bye bye. Bonjour à tous. Asseyez-vous, asseyez-vous. Alors expliquez-nous un peu l'objet du cours. Ils sont en train d'observer plusieurs catégories de cellules. Donc là, il y a tout un programme. Donc ils ont commencé avec les oignons, ensuite on a fait les tomates. Là, ils sont en train de faire les grains de grenade. Et après, on va continuer avec olives, champignons, raisins. Et l'objectif, c'est de voir un peu les différences qu'il y a entre les catégories de cellules. Donc des cellules végétales et là, des cellules issues de champignons. Là, votre objectif, c'est de prendre le grain de grenade entre la pince et de la caler directement sur la lame. Comme vous avez le grain, une sorte de pépin qu'il y a au niveau de la graine, il faut l'enlever. Sinon, votre lamelle, quand vous allez appuyer dessus, ça va directement casser. Bon, qu'est-ce que vous êtes en train de faire, là? Là, on regarde les cellules de plusieurs aliments au microscope. Enfin, Ouais. Notre but, c'est de voir les cellules différentes. On a fait les oignons, Ouais. après on a fait les tomates, et là, on est en train de faire de la grenade. D'accord. Et qu'est-ce que tu observes? On observe les différentes parties des cellules, de ce qu'il y a et tout. Mais là, t'as compris quoi, toi, en voyant ça pour l'instant? Il peut y avoir des formes différentes de cellules, et dans les cellules, c'est composé de plusieurs choses. La membrane, le cytoplasme et le noyau. D'accord. Je te remercie. Bon, alors là, Jean-Philippe Vinci, on a vu 2 points d'excellence chez vous, quand même. C'est les langues, l'anglais et les sciences. Oui, je suis très heureux qu'on ait vu un cours de sciences. On parle souvent de l'anglais à Monaco. Et l'un de mes projets, c'est d'augmenter le niveau en sciences, et notamment en mathématiques. D'accord. On a déjà beaucoup de dispositifs de remédiation pour les élèves les plus faibles. Ceux qui sont un peu anxieux avec les maths ou qui ont des soucis avec les maths. Et je voudrais qu'on s'occupe, il y a déjà eu des concours, mais je voudrais qu'on s'occupe des très bons élèves. Parce qu'on a aussi le devoir d'aller dénicher des élèves qui sont très bons en maths. Ils vont pour le moment dans des bonnes classes préparatoires, mais il faut qu'ils puissent tenir le choc. C'est-à-dire quoi, tenir le choc? Parce qu'en Mais- fait, vous arrivez déjà à en envoyer, Voilà. mais les résultats... Les résultats sont bons, mais dans les prépas, les grandes prépas parisiennes, certains ont déjà, ceux qui sont à Louis le Grand, ont déjà fait une partie de leur cursus. Donc nous, il faut qu'ils soient à un niveau plus élevé que la terminale. Quand vous dites déjà fait une partie, c'est-à-dire que ceux qui sont passés par Louis le Grand, ils ont été extrêmement bien préparés à la prépa. Exactement. Et donc ils ont y compris un des coup d'avance. Voilà. Ils ont un sur coup ceux qui d'avance. sortent Et de- nous, on voudrait développer alors, les classes prépa, mais plus largement l'attrait vers les sciences. D'accord. Et donc on met ça sous une manière, on ne fait pas des cours trop formels, on s'est dit on va faire ça sous la forme de participation à des concours. Le concours général, c'est connu. Ouais. Le concours général, c'est vraiment pour les très très bons élèves, le besogneux, etc. Mais il y a les olympiades de mathématiques. Et les olympiades de mathématiques, ça peut être tout seul, ça peut être en équipe, c'est plutôt le raisonnement mathématique. D'accord. Et vous pouvez avoir un élève de seconde qui fait un programme de terminale. Quelqu'un qui est bon en maths. Les olympiades, ça décèle quelqu'un qui a le raisonnement. Votre rêve, c'est la médaille olympique. Ouais, exactement, exactement. Et, les anneaux olympiques des maths. D'accord. Et parce que là, on a pas mal de Pierre-André Chiappori en puissance, C'est au collège Charles III, au lycée Albert C'est Ier. l'objectif, si on veut que des élèves aillent à Columbia, reviennent, ou aillent à Polytechnique, parce qu'on suit ces élèves-là, à Centrale, à Polytechnique, les grandes écoles d'ingénieurs, il faut aller les chercher, il faut les préparer, il faut les accompagner. Donc les professeurs le faisaient déjà, mais on s'est aperçu que pour les très très bons, vous le savez, des fois on peut s'ennuyer, parce que le cours est trop lent. Donc pour les élèves volontaires, on les met dans des conditions vraiment idoines, avec des profs qui ont enseigné en classe préparatoire.
qui sont tout à fait habilités à les faire jouer un peu avec les mathématiques. Alors là, on est sur la piste d'athlétisme du collège Charles III, niveau sport. Vous êtes comment? Vous vous souvenez des sports que vous avez pratiqués à l'école? Oui, bon, le classique. Voilà. L'athlétisme, la natation. Voilà, ça se fait toujours et c'est les bases. Mais on rajoute notamment avec l'UNSS l'escalade, la voile, l'aviron, la danse, l'escrime. Et si vous êtes un jeune à Monaco, vous faites ça dans le cadre scolaire ou dans le cadre de l'UNSS. Ben, c'est absolument remarquable. On a des installations qui le permettent, on a des moyens qui le permettent, on a des professeurs volontaires. Ça, il n'y a qu'à Monaco? Honnêtement, oui. Honnêtement, une telle multiplicité. L'UNSS, à côté, c'est 2-3 options. Nous, on en a 12. Et avec ça, on fabrique des champions ou pas? Avec ça, on fabrique de l'élite. ou des jeunes bien dans leur tête? Non, on fabrique des jeunes qui ont l'habitude de faire du sport. C'est déjà l'essentiel. Ouais. Voilà. Et après, il y a une filière, évidemment, une filière élite, pour des élèves qui font plus de 20 heures de sport par semaine. Et ça, qui sont pris en charge, spécifiques, repérés par le comité olympique. Et nous, c'est le développement, la santé, et là aussi, jouer avec les autres. Alors là, on parle tout doucement, à voix basse, parce qu'on est au CDI, le Centre de documentation et d'information. Voilà, où il y a des livres. Il y a des livres, et c'est très bien qu'il y ait des livres. On veut absolument continuer à ce qu'il y ait des livres et des ordinateurs. Ouais. C'est absolument pas antinomique. Les deux vont ensemble, et il faut continuer à lire pour un tas de raisons. Dans le livre, le bon moment du livre, c'est quand vous mettez le doigt dans la page, ouais, et que vous levez les yeux, et que vous réfléchissez. Faites rarement ça avec votre Kindle. Et le livre, ça suppose l'imagination, ça suppose d'abord de choisir moi-même mon livre, et pas ce que j'ai crôlé, et pas ce qu'on a trouvé pour moi. C'est moi qui vais choisir un livre où on m'a aidé à le choisir. Donc il y a toute une démarche vers l'objet, puis l'objet lui-même aussi a une importance. Et ça, on a des études aujourd'hui qui le montrent, que la mémoire fonctionne beaucoup mieux en 3 dimensions. Donc on n'est pas du tout hostile au numérique, puisque les élèves ont les manuels numériques dans leur ordinateur, mais le livre reste un instrument tout à fait utile et en plus c'était un grand plaisir. Et quel est votre rapport à l'intelligence artificielle, à ChatGPT? On va former les enseignants. Là, on a 70 enseignants qui vont être formés, volontaires, qui vont être formés, et les élèves, ça rentre dans les programmes, l'intelligence artificielle. Donc, mais formés à quoi? Formés à détecter? Alors formés à travailler avec? Il y a 2 types de formations. La première, c'est une information globale sur ce que c'est que l'IA, parce que quand on dit l'IA, on ne sait pas de quoi on parle. IA générative, quel moteur, etc. Et ChatGPT, c'est pas Grok, c'est pas autre. Donc c'est global, les enjeux environnementaux, qu'on en parle peu, mais ça consomme énormément. Donc ça, c'est, je dirais, social. Et puis après, apprendre à prompter. Donc on a, y compris les profs, demandent à prompter correctement, parce que c'est là où ça devient vraiment intéressant. Donc il y a des vraies formations qu'on fait avec la direction des services numériques, avec des spécialistes, et c'est important de prendre... Donc vous ne luttez pas contre? Non, au contraire, on accompagne. Vous accompagnez le mouvement? On réfléchit là-dessus, parce que c'est incontournable. Et si vous avez, par exemple, une élève ou un élève de 5e qui, au lieu de lire un livre qu'il doit lire, va dans ChatGPT et dit « Fais-moi le résumé du livre pour que je puisse répondre à une interrogation lundi matin à l'école. » D'abord, je comprendrai, parce que c'est la facilité. Et c'est là où, si on veut réfléchir vraiment sur l'IA, c'est ça. C'est-à-dire, en fait, l'IA, pour moi, ce n'est pas le problème de la triche. Ce n'est pas le problème d'une nouvelle infrastructure civilisationnelle, parce que ça, c'est ce qui est derrière. Il y a aussi la question des deepfakes, etc. Mais si on veut vraiment réfléchir sur l'IA pour les élèves, c'est le rapport au savoir. Si on considère que le savoir, c'est un transvasement, en fait, le prof, il sait des choses et il met dans un vase, à ce moment-là, l'IA, ça suffit. Mais ce n'est pas ça l'enseignement. La pédagogie, c'est amener l'élève à prendre du plaisir, à apprendre quelque chose qu'il ne désire pas. C'est lui apprendre à faire aimer le théorème de Pythagore. Donc si effectivement l'enseignement, c'est simplement de la transmission d'informations, l'IA sera beaucoup plus pertinente qu'un professeur. Mais c'est justement pas ce que fait le professeur. Le professeur, il est là pour susciter le désir. C'est Philippe Mérieux qui disait qu'au fond, l'intelligence artificielle, ça satisfait tout de suite le désir de savoir. Le désir de savoir, il est naturel, c'est ce que dit Aristote dans le livre Alpha de la métaphysique. Le désir de savoir, il est naturel.
En revanche, le désir d'apprendre, de se heurter à la difficulté. Moi, ce que je regrette dans ChatGPT, c'est que ça vous donne la réponse. Et vous n'avez pas le plaisir que vous avez peut-être connu de passer 3 heures devant un exercice de maths et tout d'un coup, vous avez une illumination. Et devant ChatGPT, j'ai jamais eu d'illumination. Vous voyez, c'est l'idée que j'apprends. Et il y a une deuxième idée à laquelle je tiens beaucoup, c'est que devant ChatGPT, on est seul. On apprend des autres et on apprend avec les autres. Et le savoir, il se construit ensemble. Mais vous comparez aux mathématiques. En mathématiques, grâce à la calculette, on peut aller plus loin. On peut avoir des raisonnements plus poussés. Oui. Parce qu'on fait l'économie de certains calculs. Grâce à l'intelligence artificielle, on peut aussi faire plus. On peut chercher, on peut aller plus loin, on peut aller plus vite. Il faut quand même savoir compter. Il ne faut pas déléguer à la machine l'esprit critique et la recherche d'informations. Donc il faut quand même savoir compter. Après, on peut l'utiliser la machine. Moi, je pense qu'il y aura un jour, je dis souvent, il y aura au bac, il y aura une version X de ChatGPT. C'est pas le problème. Le problème, c'est pas le savoir, c'est le rapport que l'on a au savoir. Je vais même aller plus loin. Regardez ce qui se passe en Californie. Il y a un endroit qui m'intéresse beaucoup, c'est l'Unbound Academy. C'est des gens qui ont l'idée que l'IA générative peut répondre très précisément à chaque besoin individualisé de l'enfant. Donc beaucoup mieux qu'un prof qui a 20 élèves. Donc l'IA peut s'occuper vraiment de l'élève au moment où il en est. Et donc le matin, c'est des IA par élève, et l'après-midi, c'est du collectif, des jeux. Donc on se dit, c'est une approche extrêmement intéressante, parce qu'il y a les deux vecteurs de l'école, la transmission et la socialisation. Et on pourrait dire que c'est une solution géniale. Vous avez une transmission ciblée pour chaque élève, et après vous avez la socialisation. Nous, à Monaco, on pourrait nous-mêmes avoir une approche innovante, différente, et être une sorte de laboratoire sur ces sujets-là. Ou alors est-ce qu'on suit toujours ce qui se passe en France? Non, on ne suit pas. Je vous provoque un peu. Non, on ne suit pas. On va suivre dans les programmes, parce que l'IA rentre dans les programmes. Madame Borne a annoncé que les secondes allaient avoir des cours d'IA. Ce n'est pas encore trop exactement le contenu, mais ça va avoir lieu. Donc on suit. Non, c'est pour ça qu'on forme les professeurs. D'accord. C'est à eux, une fois qu'ils sont formés, de voir si c'est intéressant ou pas. Il y a un phénomène qui, en revanche, là, m'inquiète beaucoup. C'est que les chatbots sont en train de devenir des confidents. On a des analyses très précises, AI anthropique, etc., fait des choses là-dessus. Maintenant, l'élève, il ne demande plus, fais-moi la dissertation sur Aristote, il me dit comment je dois m'habiller, avec qui je peux aller, qu'est-ce qu'on a mis. On s'est très vite, peut-être tous essayé à ChatGPT de lui poser des questions existentielles au bout une fois que vous avez fait Bumuse avec l'objet, essayez de lui poser un peu des questions. On s'aperçoit que les élèves et les gens utilisent de plus en plus l'IA comme un ami. Et là, l'IA devient prescriptif. Et ça, c'est dangereux, à mon sens. C'est-à-dire, il vous dit quoi faire. Vous êtes professeur de philosophie. Oui, c'est pour ça que j'essaie de réfléchir un peu. L'IA et l'éducation, c'est un vrai sujet, qui bouleverse notamment la façon dont on enseigne. S'il s'agit d'enseigner, je dirais, des matières, du contenu, l'IA peut faire des très belles choses très vite avec des images magnifiques. Vous dites, fais-moi les vallées glaciaires, c'est magnifique. Mais pour moi, ce n'est pas ça l'éducation. Le rapport que j'ai au savoir, c'est l'esprit critique, c'est chercher. Et alors bientôt le code vestimentaire. Alors le code vestimentaire, là aussi, ce n'est pas une volonté de discipline ou de retour à l'ordre ancien. C'est plutôt une réflexion sur l'identité, l'appartenance. Bon, maintenant à Monaco, on est habitué, où il y avait d'autres écoles, et les élèves, ils se comparent dans le bus. Donc il faut qu'on ait d'abord un code vestimentaire. Parce qu'aujourd'hui, la FANB par exemple, il y a un uniforme, voilà. L'ISM, il y a un uniforme, mais Collège Charles III, Albert Ier, etc. Alors, nous, là, dans le primaire, c'est utile, c'est pratique. Et on s'est dit, on va le mettre aussi au collège parce que ça renforce le sentiment d'identité. D'abord parce qu'il se compare aux autres. Après, il y a quand même un lissage des différences sociales. Mais ce n'était pas l'objectif premier. L'objectif premier... Donc pour vous, l'objectif, c'est renforcer le sentiment d'identité. Oui, un sentiment d'appartenance collective. D'appartenance collective. Je ne suis pas un élève tout seul. J'appartiens à un collectif. Moi, je suis convaincu qu'on ne se comporte pas de la même manière quand on met un t-shirt que quand on a le logo de son établissement sur son sweat. Voilà. Après, il se comporte aussi mal dans les bus. Ça, c'est votre intime conviction ou bien c'est parce qu'il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites là-dessus, il y a toute une littérature? Non, il y a quand même, on voit les effets. Moi, j'aimerais qu'ils se sentent fiers d'appartenir au collège. Ça, on le voit. On le voit bien, les élèves, c'est pour ça que d'ailleurs, ils demandent de certains de beaux uniformes. D'accord. Évidemment, si c'est pas beau, si c'est pas de bonne qualité, mais si ça l'est, ils sont fiers d'appartenir à une unité. On le voit, nous, on fait des grands rassemblements sportifs ou autres.
On voit très bien la couleur, l'appartenance à un groupe, passe évidemment par le vêtement. Après, pour les parents, pour beaucoup de parents, ça a été demandé par les parents d'ailleurs, hein, c'est pratique aussi. Donc l'habit, c'est un peu le moine. Ah, bien sûr, il surtout aussi. Donne-moi ta main et prends la mienne, la cloche a sonné, ça signifie... En Principauté, il y a également un lycée technique et hôtelier qui compte environ 500 élèves. Dans l'atrium de cet établissement récemment rebaptisé lycée Régnier III, un arbre généalogique monumental des princes de Monaco. Ici, on forme notamment les futures équipes des luxueux hôtels et restaurants du pays. Mais oui, l'école est finie. Mais oui, l'école est finie. Sur ce plateau technique, nous avons une pâtisserie et 2 cuisines. Sur notre droite, nous avons une cuisine qui est en fonctionnement de type restaurant classique avec un poste central et des satellites tout autour. Vous avez à chaque fois un professeur et un maximum de 12 élèves dans les ateliers. Donc là, ils sont sur les mises en place. Vous avez le chef Giraudy qui est avec nous, qui fait donc les mises en place pour le service de demain midi. Donc le ciselage, il faut que tu prends que les feuilles, pas les tiges. Et pour avoir une saveur bien développée, il faut que tu roules bien tes herbes et que tu éminces finement. L'idée, c'est de garder bien la saveur de l'herbe et qu'elle puisse se libérer rapidement dans la farce. Voilà. Vous avez carrément votre propre espace de restauration. Tout à fait, nos élèves pratiquent les métiers du service dans cet espace. Et, nous avons un restaurant qui est ouvert donc, tous les midis de la semaine et un soir, le jeudi soir. Et ouvert à tous ? Ouvert à la clientèle, oui, tout à fait. D'accord, donc oui, si oui. je veux venir ici pour déjeuner et profiter je vous appelle. Nous avons une plateforme de réservation sur notre site, sur le site du lycée. Ouais. Nos clients ont l'habitude de réserver. On a une belle mailing list pour laquelle on envoie les menus. On fait paraître les menus toutes les 5 semaines à peu près, pour 5 semaines. Parce que là, c'est digne d'un restaurant gastronomique, là, presque. Ça dépend du niveau des élèves, mais, ce sont des bons produits. Le label rouge, donc c'est une étiquette qui est ovale, donc blanche et rouge, qui permet d'attester une qualité supérieure sur les produits. Ça peut être du végétal, mais ça peut être aussi des œufs label rouge, ça peut être du fromage, du beurre, ça peut être plein de produits. C'est pas que sur les produits carnés. Tu avais fait une recherche, tu avais trouvé des informations, Quentin ? L'agneau de Lozère. Ici, donc l'agneau de Lozère. Lozère, Limousin, là on est sur des régions qui sont plutôt urbaines, plutôt rurales. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, l'agneau il a besoin d'espace, de verdure, etc. Donc Sisteron pour notre département, pour notre région. Et ensuite donc la Lozère, le Limousin, où ce sont des régions très vertes. Donc forcément, les animaux peuvent être en liberté tranquillement. Ces élèves, ils se destinent à quoi ? Alors, ces élèves de terminale STHR se destinent soit à des métiers orientés vers la cuisine, soit orientés vers le service et le restaurant. D'accord. Pour l'instant, ils ne savent pas. Exactement. Pour l'instant, ils sont un peu des deux. Vous essayez de les attirer vers le métier de la cuisine. Moi, je leur montre en tous les cas des techniques associées donc, à tout ce qu'ils doivent connaître pour argumenter également face aux clients, pour avoir une connaissance des produits. Bien sûr. C'est en connaissant au mieux les pour savoir produits. tout. Exactement. Pour connaître tous les métiers. Tout à fait. Le lycée Régnier III propose un enseignement théorique, des cours de cuisine, de service en salle, mais également une initiation au vin à travers ses ateliers de sommellerie. Ça fait partie d'une formation globale où là, vous cherchez à créer, à avoir les futurs sommeliers de la salle Empire. Alors là, ça fait partie d'une formation globale. Il faut qu'un élève qui serve en salle soit capable de conseiller un client, de voir s'il y a une anomalie dans le vin. Donc ça, c'est une formation globale. Mais je ne vous cache pas, puisqu'on a des professeurs très compétents, on réfléchit à une formation sommellerie plus aboutie, notamment avec tous les grands hôtels de Monaco qui sont demandeurs. Donc on réfléchit activement à cette idée. Oui. Et ici, on est dans le cadre d'une formation professionnalisante, évidemment. Donc vous appuyez sur les établissements de la Principauté ? Oui. Vous travaillez main dans la main avec certains ? On travaille avec beaucoup d'établissements qui nous font confiance, qu'on connaît depuis des années. On échange. Oui, on s'appuie avec eux sur leur professionnel. Très, très important pour nous. Et pour les élèves, c'est extraordinaire d'aller en stage dans les
plus grands établissements. Par exemple? Il y en a qui sont dans la SBM, donc vous pouvez avoir des élèves Louis XV ou des élèves voilà, dans des très grands restaurants. Et évidemment, pour un élève de 17 ans, c'est quand même un sésame. Quand on est le directeur de l'éducation nationale de Monaco, qu'est-ce qu'on a en tête? On a en tête le futur du pays, parce qu'on accueille tous les élèves. Donc moi j'ai en charge les élèves les plus faibles, il faut de la remédiation, et puis les élèves qui veulent aller le plus loin possible et penser au futur de Monaco. On a tous les élèves, y compris les élèves d'ailleurs. Ça c'est possible, à la fois l'inclusion et faire en sorte qu'on n'oublie personne, et en même temps l'excellence. C'est ce qu'on s'efforce de faire. C'est pas un peu schizophrène? Non, au contraire. On peut faire les deux. Non, il faut faire les deux et le gouvernement nous donne les moyens de faire les deux. C'est parce qu'on a des moyens exceptionnels. Que ce soit le rapport aux écrans, l'intelligence artificielle, l'excellence en langue étrangère, la compétitivité en sciences, le sport ou même la connaissance des vins, Jean-Philippe Vinci a une multitude de chantiers en cours avec une responsabilité importante, former notre jeunesse aujourd'hui pour préparer le Monaco de demain.